Bonjour Agnès de Victor. Bonjour. Agnès de Victor, vous êtes maître de conférence dans l'école d'histoire de l'art et archéologie de l'université Paris 1. Dans votre trajectoire universitaire, vous avez été politologue pour devenir ensuite historienne. Vous avez analysé la production d'images filmées en Iran et plus spécifiquement les films documentaires et de fiction tournés durant les conflits des années 1980 au Moyen-Orient. Vous avez notamment publié et organisé des colloques sur le thème de la croyance et du sacré dans le cinéma iranien. Votre thèse en sciences politiques a porté sur la politique culturelle de la République islamique d'Iran en prenant pour focal le cinéma iranien, donc dans les années de 1979 à 1997. Comment avez-vous effectué votre terrain de recherche par le passé et comment procédez-vous plus récemment? Quelle approche privilégiez-vous pour étudier le cinéma iranien? Alors dans le passé, comme vous dites, donc dans mes années de thèse, ce qui remonte à très longtemps, puisque je suis arrivée en Iran pour ma première année de thèse en 1994. Excusez-moi, je parle en français. Et je devais y rester 3 mois et finalement je suis restée 4 ans. Je suis arrivée en Iran. Le choix de l'Iran s'est fait, certains diraient par défaut, mais en fait, quand j'ai fait mon DEA, à l'époque, on appelait le Master 2 était le DEA, j'ai fait mon DEA, on nous incitait à prendre des sujets et des terrains avec lesquels on n'avait aucun affect, aucun lien, pour avoir cette distance méthodologique la plus large possible. Et moi, je ne connaissais rien sur l'Iran, rien de rien. Donc, je suis arrivée un peu comme un enfant qui doit tout apprendre, de la langue à des comportements, à la connaissance d'une ville. Voilà, donc j'ai eu l'impression de commencer de zéro, non seulement dans la recherche, mais je dirais dans un apprentissage quotidien. Alors, j'ai eu la chance d'être accueillie à la Fondation Farabi de Cinéma, qui dépendait du ministère de l'Orientation islamique. Je pense qu'ils m'ont accueillie un petit peu parce que je les avais rencontrés un an avant au Festival de Cannes, où Abbas Kiarostami présentait Au travers des oliviers. Et il m'avait dit, en faisant un peu de politesse à l'iranienne, bien sûr, si un jour vous venez en Iran, n'hésitez pas à passer nous voir. Il m'avait donné leur carte, persuadée que je ne viendrais jamais. Et donc j'étais là, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et ils m'ont donné une chance incroyable, puisque ils m'ont accueilli, ils m'ont donné un bureau, un moniteur. À cette époque, c'était un petit moniteur comme ça. D'ailleurs, ils l'ont gardé parce que ça les faisait beaucoup rire. Et pendant 4 ans, j'ai vu pratiquement tout le cinéma iranien grâce à eux. Et j'étais au cœur de cette institution, donc je voyais aussi beaucoup de monde venir, comment ça se passait, etc. Donc j'ai eu un premier port d'attache qui était vraiment institutionnel à la Fondation Farabi de Cinéma. J'ai travaillé dans des tournages, notamment grâce à une directrice artistique qui a été d'ailleurs costumière de Peter Brook, Malak Razai, qui m'a invitée et qui m'a dit « mais écoute, viens sur des tournages ». Donc j'étais assistante costumière, alors j'ai commencé à apprendre le persan en apprenant des termes liés aux vêtements, aux matières, hein, le velours, le coton, la soie, voilà, les couleurs, etc. Et puis bien sûr, j'allais dans les salles de cinéma, je pouvais rencontrer des producteurs et ça a été finalement 4 ans d'observation extrêmement intense. J'avais l'impression d'être une éponge et de noter. Le chercheur, c'est celui qui note, qui fait des listes. Mais j'ai été très seule puisque mon directeur de recherche n'était pas là, je n'étais pas dans un cadre universitaire. Donc c'est vrai que ça a été 4 années exceptionnelles où les institutions iraniennes, je pense aussi aux archives du film, au Centre du cinéma documentaire et à l'organisation de la propagande islamique qui m'ont accueillie et m'ont donné une chance inespérée pour pouvoir mener à bien ces recherches. Alors la chance d'avoir pu faire ce terrain dans ces années-là n'a pas empêché des difficultés d'accès au terrain, notamment la première année, d'énormes difficultés de visa. Et ça grève la recherche. Je crois qu'on a des temporalités de recherche. Il faut apprendre une langue, il faut passer beaucoup de temps pour avoir des papiers, pour avoir des visas, il faut comprendre comment ça fonctionne. On était avant Internet, donc le temps là aussi de la recherche n'est pas le même, pas du tout. Voilà, et puis je suis restée jusqu'en 98. Pendant 2 ans, je ne suis pas retournée, 2-3 ans, pas retournée beaucoup en Iran, 1 ou 2 fois.
Et puis j'ai vraiment commencé à retourner en Iran à partir de 2005, là pour changer de sujet de recherche et travailler sur les images de guerre, sur les films de guerre tournés pendant la guerre Iran-Irak, que j'avais déjà approché dans ma thèse, mais je me rendais compte qu'il fallait vraiment compléter ces recherches. Donc là, j'ai fait plusieurs terrains, c'était plus du terrain long, c'était essayer de rester le maximum de temps par petits fragments, mais les contacts que j'avais noués au cours de ces années m'ont énormément aidé, m'ont permis de continuer à faire cette recherche, jusqu'à la période Ahmadinejad et à l'emprisonnement de Clotilde Reiss, où là, on n'a plus pu retourner en Iran. À ce moment-là, j'ai davantage travaillé sur l'Afghanistan. Puis je suis retournée en Iran et mon dernier séjour remonte à l'an dernier. J'étais en délégation CNRS en France et j'ai pu rester 4-5 mois en Iran, donc refaire du terrain long jusqu'à ce que le terrain ne soit plus accessible avec l'enlèvement de Fariba Adelra. Comment vous positionnez-vous par rapport aux travaux qui ont été faits sur le cinéma iranien, la manière dont le cinéma iranien a été représenté, étudié ? Alors moi, je me suis très vite démarquée des sujets qu'on attendait beaucoup, les femmes dans le cinéma iranien. Alors ça a été surtout, moi j'ai commencé à travailler sur le cinéma iranien à l'époque où il n'était pas encore extrêmement diffusé en France. Et donc il y avait une demande des festivals, une demande du public et une demande des Iraniens d'accentuer sur ce sujet. Et moi j'avais une posture qui était davantage centrée sur ce sont des cinéastes. Par ailleurs, ce sont des femmes, mais avant tout, ce sont des cinéastes. Et donc, j'ai cédé à la demande du Festival du film de Locarno en 1995 pour faire un programme femmes cinéastes. Mais j'ai voulu me démarquer de ça, tout comme j'ai voulu ne pas approcher la question de la censure, qui était là encore une demande. Oui, alors le cinéma iranien, c'est très censuré, où on disait ah oui, mais pourtant c'est grâce à la censure que les cinéastes sont si créatifs et qu'ils trouvent des dispositifs de contournement. Non. C'est-à-dire que oui, j'ai travaillé en fait sur ces deux approches, mais différemment. Je viens donc de sciences politiques, comme vous le disiez, et j'ai eu cette approche qui s'est doublée par la suite, une première approche qui concerne le rapport le cinéma a à voir avec la politique. En France, mais aussi en Iran, d'abord par des sujets. On a des films qui ont des sujets explicitement politiques. Le cinéma a à voir avec la politique parce qu'il relève très souvent de dispositifs d'intervention publique, de soutien, d'aide à la production. Et puis, le cinéma a à voir avec la politique dans la mise en scène, même si le sujet n'est pas politique. La mise en scène est en soi porteuse de plus d'oppression ou de plus de liberté pour le spectateur. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler à partir de cette approche. Alors oui, des fois, il y avait les questions des femmes qui arrivaient, oui, des fois, il y avait la censure, mais de refuser cet a priori que la censure détermine des grilles de lecture, tout comme la lecture Gender Studies qui enferme plus qu'elle ouvre. Donc voilà, c'est sur ces trois plans que j'ai principalement travaillé, avec beaucoup de difficultés sur le troisième volet, parce que interroger les dispositifs de mise en scène, interroger ce qui offre plus de liberté ou moins de liberté est assez complexe. Et puis pour moi, le cinéma, c'était nouveau, hein, je ne connaissais rien au cinéma avant. Et la deuxième approche avec laquelle je suis, si j'ose dire, revenue au cinéma, qui est beaucoup plus une approche d'historienne, même si je n'ose pas me qualifier d'historienne, mais qui est une prise en compte peut-être plus approfondie du contexte, des contextes de tournage, des contextes au moment où on fait la prise, où on monte le film, des contextes de réception, et travailler davantage sur la notion de temporalité. Et je dirais que c'est aujourd'hui un peu armé de ces deux approches que j'appréhende le cinéma iranien. Et cela ne veut pas dire que je refuse une approche esthétique. Pour moi, l'esthétique a à voir avec le politique. Selon qui on met dans le cadre ou qui on ne met pas, et la façon dont on le situe, forcément, ça relève également de choix politiques. Vous avez notamment travaillé sur les films de guerre tournés pendant le conflit Iran-Irak. Qu'est-ce que l'étude du cinéma iranien lors de cette période spécifiquement apporte en fait à la compréhension du contexte religieux et politique de la société post-révolutionnaire iranienne ? Alors je pense que ce que l'étude de ces films apporte
principalement, c'est de la complexité. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer cette période qui arrive, c'est même pas au lendemain de la Révolution n'est pas finie quand la guerre Iran-Irak commence. Regarder ces films nous permet de prendre la mesure de la variété des représentations qui ont été faites. On a tendance à ne voir cette période-là que par le prisme du turban et de la barbe. Ce n'est absolument pas le cas. Les films qui sont produits à cette époque, certains par le secteur privé, d'autres par le secteur public, montrent une image de la guerre nettement plus complexe. C'est même étonnant de voir à quel point, dans cette décennie-là, deux guerres différentes sont montrées sur les écrans, quasiment des fois au même moment. Et ça permet de comprendre aussi comment cette société, aux prises avec une révolution politique plurielle, qui a été occultée par la suite, notamment par la guerre. La guerre devient la grande mythologie, là où s'origine le régime de la République islamique. Masque fait écran à la révolution trop plurielle politiquement, mais malgré tout, en temps de guerre, il faut faire cohésion nationale, et le cinéma, que ce soit voulu ou non, va intégrer la pluralité des parcours politiques à l'intérieur d'un cadre national, d'un cadre, je reprends, cadre cinématographique, cadre national. Alors bien sûr, il va y avoir ceux que l'on ne filme pas, ou l'ennemi, ce ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attend le plus, et vont être posées la question de qui aussi appartient à la nation. Et on pourrait dire qu'il va y avoir deux grandes catégories de films, en tous les cas c'est ce dont je me suis rendu compte à cette époque. Une catégorie qu'on pourrait appeler des films de guerre, donc qui s'originent essentiellement dans des genres occidentaux, ce qui est très paradoxal. Au lendemain de la révolution iranienne, elle se fait au nom d'une indépendance culturelle. Et le premier film qui est fait, très peu de temps après le début de la guerre, donc en 81, la guerre commence en septembre 80, c'est un film qui s'appelle La frontière, Mars, de Jamshid Haydari. C'est un western qui est complètement nourri de John Ford, avec ce que Ford avait, c'est-à-dire constituer des petits groupes qui représentent la nation américaine. Et là, c'est exactement ce que l'on a. On a un petit groupe de civils qui représente la complexité post-révolutionnaire dans ces tensions, avec des Kurdes, là aussi, qui représentent la complexité de la tendance kurde, et un film imbibé de cinéma américain, ce qui est quand même assez paradoxal. Pourquoi ? Parce qu'il faut travailler aussi sur une histoire des regards, c'est ce que ces réalisateurs à cette époque-là ont vu, et par ailleurs, les genres, c'est ce qui marche. Pourquoi ? Parce que le spectateur a des attentes dues au genre, et ça fonctionne assez bien. Donc on adapte le western au Kurdistan iranien, à la guerre qui est en train de commencer. On va avoir des films de guerre qui sont vraiment les combats de films à l'américaine, des films qui ressemblent à la Deuxième Guerre mondiale. Le plus grand succès du cinéma iranien dans cette décennie-là s'appelle Les Aigles, film de Khatchikian avec un héros du cinéma pré-révolutionnaire et qui est vraiment un film de guerre qui ressemble au mur de l'Atlantique avec des héros singuliers, avec des héros qui ont des prénoms iraniens et pas musulmans, Siavosh, qui reprennent cette éthique de la noblesse du héros iranien. Et on a ces films-là, et en parallèle, des réalisateurs qui veulent forger un genre nouveau en se disant que cette guerre ne peut pas être filmée comme une guerre classique du XXe siècle. Il faut inventer une forme et qui vont littéralement faire ce que les dirigeants font à l'oral en mettant en résonance cette guerre avec la bataille de Kerbala. Eux doivent passer à l'épreuve du film. C'est facile de faire des métaphores à l'oral et en disant « vous, les Bassidji qui partez combattre, vous êtes comme les compagnons de l'imam Hossein ». Le filmer, c'est plus complexe. Ils refuseront des films en costume, il n'y aura jamais de transposition littérale et c'est ça qu'il y a de passionnant, mais des films qui vont jouer sur la réception avec le spectateur. Le spectateur iranien connaît parfaitement cette dramaturgie, cette mythologie de la naissance du chiisme et il va jouer avec des éléments de réception extrêmement ténus
par rapport à l'eau, par rapport à des codes. Et par ces codes de mise en scène, cette relation s'établit avec le spectateur qui voit autre chose que ce qui est représenté à l'écran. Et ces films, portés par le schéma de la bataille de Kerbala, montrent finalement des défaites militaires, ce qui est unique dans l'histoire du cinéma de guerre. Il y a très peu de films de fiction pendant tout le XXe siècle, très peu de fiction de films de guerre qui montrent la guerre qu'on est en train de vivre. Il faut attendre des années. Là, déjà, c'est fait pendant la guerre. Mais qui plus est, quand on prend le cadre de Kerbala, on montre en général une défaite militaire. Ça a beau être une très grande victoire pour la foi, c'est quand même une défaite militaire. On filme ses propres morts, ce qui est également un tabou dans l'histoire des images, où on ne filme pas ses propres combattants morts comme des personnages pendant la guerre. La question de la mobilisation est posée de façon radicalement nouvelle et différente. Donc nous avons ces deux images de la guerre, ces deux guerres totalement différentes, l'une comprise comme une grande guerre du XXe siècle, qui rappelle beaucoup d'ailleurs 14-18, ou comme la Deuxième Guerre mondiale, avec ces héros très cloisonnés qui sont les bons, les méchants, les cadres nationaux, etc. Et puis une représentation beaucoup plus complexe, fondée sur les ennemis, ce ne sont pas les Irakiens, ce sont le parti basse, et pas tous les Irakiens. L'Irak est un pays majoritairement chiite, donc il y a eu aussi énormément de précautions qui ont été prises. Bref, tout ça pour dire que le cinéma montre cette complexité-là. On a à l'époque la volonté que chaque finalement Iranien puisse se reconnaître à l'écran, quelles que soient ses options, avoir sa propre image pour appartenir au cadre national. Alors bien sûr, il y aura des exclus, je pense aux Moudjahidines, qui eux représenteront le deuxième front. Il y aura le front extérieur, c'est l'Irak, le front intérieur, au moins dans les années 80 jusqu'en 82, ce sera les Moudjahidines. Donc là, c'est des ennemis clairement désignés, ils ne font pas partie de la nation. Mais sinon, il y a cette, si j'ose dire, on trouve à l'écran des rasés et des barbus, et ces deux rapports au combat, ces deux rapports aux militaires différents, et c'est très rare qu'une propagande de guerre tolère cette image plurielle et finalement extrêmement différente de la guerre. La propagande a plutôt tendance à lisser et à valoriser une image, une définition, et pas des définitions aussi variées. Oui. Notamment, il y a le film de Bahram Beyzaoui, Bachou, le petit étranger. Alors, Bachou est un exemple très intéressant parce qu'il est produit par le Canoun, l'Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes. Je pense qu'il faut historiciser là aussi. Le Canoun, c'est un des lieux qui a été un lieu de création, on pourrait dire, esthétique et de réflexion politique. Politique dans le sens grec de polis, comment on vit ensemble, comment est-ce qu'on apprend des normes, comment est-ce qu'on apprend à les détourner, à les refuser, qu'est-ce que la relation de pouvoir, qu'est-ce que la loi, comment est-elle oppressive ou comment peut-elle libérer. Donc c'était vraiment des questions fondamentales et pas du tout de moralisation, mais vraiment de morale, qui ont été à l'origine du département cinéma du Canoun. Quand la révolution arrive, le Canoun va changer mais ne va pas disparaître. On aurait pu s'attendre à ce qu'il disparaisse, puisque c'est quand même une émanation de la femme du Shah. Mais ça marchait bien, donc ils l'ont gardé, ils l'ont un peu modifié, mais ils l'ont gardé. Kiarostami va y rester. Ebrahim Forouzech, qui avait été aussi à l'origine, lui, va prendre ses distances. Et on va avoir ces grands maîtres du cinéma, presque tous les grands maîtres du cinéma sont passés par le Canoun. Sohrab Shahid Saleh, Kiarostami, Beyzaoui, Merjoui, enfin bref, et ils vont y repasser. Et effectivement, Beyzaoui fait ce film magnifique, Bachou, extrêmement complexe, sur les représentations nationales, puisqu'il ose finalement, en plein conflit, le film est tourné en 85, en plein conflit, il montre que finalement tout le monde n'est pas tellement égaux face à la guerre, et que certains sont bien isolés, et puis surtout, il montre le racisme, et c'est un film qui va être interdit jusqu'en 1989, mais qui est tourné. Et c'est là aussi le paradoxe, c'est que les films les plus audacieux, esthétiquement et politiquement, sont souvent tournés par la puissance publique. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands réalisateurs, c'est un des films que tout le monde connaît. Donc,
C'est un film qui fait nation. C'est un film qui est partagé et on se reconnaît dans ce film. Oui. Merci. Vous avez mentionné plusieurs fois la bataille de Karbala qui est très importante chez les chiites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et comment le traitement cinématographique en a été fait? Alors c'est difficile de résumer la bataille de Karbala en quelques lignes et la rendre très accessible. Je vais tenter de le faire, mais il faut me pardonner peut-être d'y aller à grands traits. La bataille de Karbala, qui a eu lieu en 680, elle s'origine finalement à la mort du prophète, quand le prophète n'aurait pas désigné de successeur et s'ouvre la question de la succession après sa mort. Certains pensaient que c'est parmi ses premiers disciples, notamment celui qui va devenir son gendre et son cousin, Ali, qui fait partie souvent de la partie qui rassemble autour de lui plutôt des déshérités qui se sont engagés très tôt à la Mecque aux côtés de Mahomet. On pensait que c'était lui qui aurait la succession de la direction de la communauté des croyants, qu'il deviendrait calife. En fait, il va être écarté de 2 mandats, si je puis dire, puis arrivé au califat en 3e position. Ali a eu 2 fils. Ali avait épousé la fille du prophète, Fatemeh Zahra, avec qui il a eu 2 fils, Hossein et Hassan, qui sont les 2 descendances mâles du prophète. Voilà. Et au moment où Ali meurt, assassiné, Hassan, le fils aîné, va accepter de s'effacer au profit d'un autre calife. En revanche, Hossein, le plus jeune fils, va refuser de prêter allégeance à celui qui va fonder la dynastie des Omeyyades. Et une petite rébellion a lieu dans la ville de Koufa. À l'époque, il est à la Mecque, il est mis au courant, on l'appellerait pour venir prendre la tête de cette rébellion de déshérités. Et il va envoyer son cousin, d'abord, pour aller vérifier que tout ça est vrai. Son cousin va mourir sans revenir en lui disant « n'y va pas ». Lui part quand même, avec ses compagnons, vers Koufa pour prendre la tête de cette révolte. Et une embuscade va lui être tendue dans une petite bourgade, Karbala. Son campement va être encerclé par l'armée omeyyade. L'accès à l'eau de l'Euphrate va lui être coupé et pendant une semaine, on va avoir, c'est ce que racontent des récits doloristes, petit à petit l'assassinat de ses compagnons, des compagnons de Hossein, considérés comme le 3e imam, Ali le 1er, Hassan le 2e, Hossein le 3e. Et à la fin du 10e jour a lieu une terrible bataille dans laquelle le demi-frère de Hossein a le bras tranché, entre autres, je passe les épisodes très douloureux, et l'imam Hossein sera décapité, sa tête sera ramenée à Damas, son corps enterré sur place, et on a des récits doloristes qui sont joués dans un théâtre ou dans une commémoration traditionnelle chaque année au moment de la commémoration de ce drame, et qui racontent ce drame que tout le monde connaît. Les réalisateurs vont puiser finalement dans cette dramaturgie, non pas de façon explicite et littérale, mais vont puiser des symboles, des couleurs, des rythmes, des sons qui font sens au spectateur, sans que ce soit explicite. C'est-à-dire qu'un spectateur étranger ne verra rien. Cette réception s'adresse en creux à ceux qui connaissent et qui vont anticiper. Quand on voit qu'une gourde est vide dans un film de guerre iranien, on sait que la mort est proche, ce n'est pas la mort, c'est le martyr, puisqu'on est dans la même situation qu'à Karbala, assoiffé et donc prêt à être choisi par Dieu. Dans vos travaux, vous avez montré l'importance de la politique économique du cinéma iranien et notamment les institutions majeures de cette industrie. Pouvez-vous nous en dire plus sur les liens entre la politique économique justement et les traits esthétiques et de contenu qui apparaissent en fait dans le cinéma iranien? Alors, ce que je vais vous dire est daté, concerne le début de l'époque post-révolutionnaire, donc essentiellement les années 80.
Je crois qu'à partir du moment où l'Iran a décidé de garder un cinéma dans un contexte de nouveau régime, c'est-à-dire où a décidé de démanteler le cinéma tel qu'il a été pratiqué auparavant pour créer un cinéma islamique qui n'a jamais existé ailleurs dans la planète, il fallait qu'il intervienne, il fallait que l'État intervienne. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le cinéma iranien s'auto-finançait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on avait essentiellement des productions étrangères. Les écrans étaient occupés massivement par des films étrangers qui rapportaient suffisamment d'argent pour être réinvestis en partie dans de la production nationale, ou alors il y avait soit ce secteur privé et le secteur public, j'en ai déjà parlé, des institutions comme le Qanun ou la télévision à l'époque pré-révolutionnaire, qui avaient financé quand même aussi pas mal de films, et des films relativement exigeants sur le terrain esthétique, voire également politique. À partir du moment où le régime décide d'imposer une nouvelle norme et ces normes entraînant la disparition des produits étrangers, puisque ne correspondant pas au contrôle des mœurs islamiques, et les films qui rapportaient de l'argent, je pense notamment à ce qu'on appelait les films farsi, c'est-à-dire un espèce de genre très populaire qui reprenait un savant dosage de danse, de chant, et qui était très calqué sur le cinéma indien, turc, voire italien des fois. À partir du moment où ces films-là sont interdits, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans le système. Et si l'État iranien veut garder une maîtrise sur un imaginaire, la production d'un imaginaire, et un lieu de divertissement facilement contrôlable, puisque à cette époque, les bars sont interdits, la danse est interdite, la musique est interdite, le théâtre, le spectacle vivant est extrêmement contrôlé et finalement très peu de choses se passent. Le cinéma permet de contrôler le produit, la salle, et de standardiser finalement certaines normes. Donc s'il veut conserver ça, il faut investir. Comme je dis, l'islam, ça coûte cher, donc il faut pouvoir attribuer des financements. La question, c'est que les financements ne font pas forcément une politique publique. Et là, ils vont élaborer très progressivement des dispositifs de soutien financier, des normes, un objectif, et progressivement créer donc ce qu'on peut qualifier comme une politique publique du cinéma qui, dans les années 80, était finalement, les années 80 sont des années fastes, que ce soit en France, au Burkina Faso, en Corée ou en Iran, qui sont à peu près les grands pays qui ont fait des politiques du cinéma. L'Iran en a fait partie, et on a effectivement des institutions publiques très différentes qui peuvent être rattachées soit à la partie gouvernementale, ministérielle, soit directement sous l'autorité du guide, et qui vont produire des films, permettre aussi un secteur un peu concurrent à l'intérieur du secteur public, où une institution va vouloir produire des films plus audacieux, poussant l'autre à en produire, etc. Les réalisateurs, souvent ce sont des coproductions, le tissu privé n'a pas disparu, les réalisateurs jouant souvent sur les antagonismes des uns et des autres, et cet espace finalement a été relativement bénéfique, même s'il y a eu un contrôle extrême, même si la censure a été très présente. Mais on a un cadre institutionnel qui, paradoxalement, a été aussi favorable à une production variée. L'enjeu dans le cinéma, c'est cette production variée. Oui, il y a une norme, oui, il y a une limitation, et pourtant, en Iran, on a eu des films d'une variété exceptionnelle, notamment dans les années 80-90. Et après, le danger est un peu retrait de l'État, retour du privé, et là, ce sont les films grand public qui raflent la mise. Et dans ce contexte, quelles sont les contraintes et les opportunités auxquelles les cinéastes sont confrontés pour représenter la religion et la spiritualité? Alors, il y a eu un code de censure, en fait, qui a été élaboré progressivement dans les années 80, qui était extrêmement vague, où on était écrit que tout film qui ne correspond pas à la norme islamique serait censuré. Le terme norme islamique étant suffisamment vague pour poser moult interrogations aux réalisateurs, et c'est progressivement des habitudes on sait ce qu'on peut faire et ne pas faire,
Puis une norme a été nettement plus codifiée, en tous les cas celle de 96 à laquelle j'avais eu accès, spécifiée dans des chapitres ce qu'on pouvait faire et éviter de faire. Et notamment, il était extrêmement délicat de traiter de personnages religieux, de la religion, si ce n'est pour la valoriser et prêter allégeance. Ça n'empêche pas des films de toucher non pas à une dimension explicitement religieuse, mais de conduire à des formes d'invisibilité, à des formes, on pourrait dire, à atteindre le sacré par des voies différentes qui ne sont pas simplement celles du religieux. Et c'est ça qu'il y a de passionnant en Iran, parce qu'en Iran, dans un pays qui a placé si haut la religion, le créer est par essence sacré, puisque Dieu est le créateur, c'est la question de l'unicité de Dieu. Dieu est créateur de tout, donc forcément, tout ce qui relève de la nature renvoie à Dieu, et on a au contraire des réalisateurs qui laissent, qui réouvrent cet espace d'interprétation et qui, par leur mise en scène, je pense explicitement à Kiarostami, qui est sans doute le maître en la matière, créent en creux de leur propre mise en scène des espaces de liberté pour le spectateur, pour qu'il participe à la narration lui-même, pour qu'il ait une responsabilité de son regard sur ce qui est bien, ce qu'il pense être une cause juste ou non, mais aussi qu'il, si j'ose dire, que lui-même intervienne dans l'image, où est-ce qu'il veut zoomer ou pas, et qui va désamorcer tout diktat de l'émotion, où est-ce qu'on doit rire, où est-ce qu'on doit pleurer, donc pas de béquille ni narrative ni musicale pour obtenir de force des émotions d'un spectateur, mais là encore, c'est à lui à avoir cette responsabilité et à suivre ce film finalement, peut-être en grandissant lui-même, en se posant des questions sur la mise en scène et elle-même une quête. Et on a cette étrange situation en Iran où finalement Séché Kiarostami, qui ne se situe pas dans le religieux explicitement, qui n'est pas contre, mais en tous les cas ce n'est pas dans le religieux qu'une transcendance a lieu, c'est dans la rencontre avec la nature, c'est dans la rencontre avec des questions de morale, avec des choix personnels, que ce dépassement de soi peut avoir lieu. Et on pourrait dire que pratiquement toute l'œuvre de Kiarostami relève de ça, de lutter, de redonner du temps, et ça c'est extrêmement politique, de donner du temps à son spectateur en le laissant tisser une relation individuelle avec ce qu'il voit parce qu'il a du temps. Et ce temps un peu plus long que ce qu'on a l'habitude de voir induit ce type de relation et de liberté. Et finalement, c'est très politique dans le sens où les régimes autoritaires ont tendance à limiter toute liberté d'interprétation personnelle, à diriger aussi ce temps, donc contre les régimes autoritaires politiques, mais les régimes autoritaires visuels, des régimes de visibilité tels qu'Hollywood, tels que la télévision, qui sont aussi des régimes contraignants dans tout type de liberté et d'émotion. Donc c'est là où son travail est essentiel, c'est ce respect, c'est cette déstabilisation par aussi des choix qui amènent son spectateur à être responsable aussi de son regard, de son rapport à ce qu'il voit, et de ne plus l'amener à être obligé, condamné à penser, à voir une seule chose. Et c'est ce trouble-là qui finalement peut-être donne un petit peu plus de liberté. Et quand on traverse les films de Kiarostami, on vit un peu différemment après. Et tout le quotidien, enfin en tous les cas, moi c'est mon expérience de spectatrice, est irrigué par ces films. Ils m'aident à vivre mieux, à prendre des décisions, à ne pas réagir trop vite. Voilà. Et c'est ça aussi où ces films touchent au sacré d'une certaine façon. Le sacré peut être la nature, peut être une cause qui dépasse l'homme, que ce soit Ahmad, le petit garçon d'Où est la maison de mon ami, et qui se rend compte que pour répondre à la quête qui lui semble être la plus importante, rendre son cahier pour que cet élève ne soit pas renvoyé et que sa vie ne soit pas gâchée, il faut
finalement refuser les ordres qui sont donnés par la tradition, qui sont donnés par la famille, qui sont donnés il faut dépasser tout ça, il faut les contourner, il faut mentir pour atteindre ce but-là. Et finalement, c'est l'anti-moralisation, c'est vraiment une quête de morale et d'éthique individuelle que l'on doit prendre chacun dans son propre parcours. Quelles ont été les tentatives de représenter l'invisible, enfin le hors-champ, qui est le religieux? Alors il y a eu donc des tentatives. Alors la question de ce qu'est un film religieux et un film islamique va se poser très tôt déjà dans la pratique cinématographique des réalisateurs par rapport aux contraintes qui leur sont apportées. Mais j'ai eu la chance d'assister en 1996, a eu lieu le premier séminaire qui avait un nom très complexe à l'époque, quelque chose du genre le cinéma dans l'œil de la religion. Enfin, il ne voulait pas utiliser le terme religieux, mais c'était une périphrase assez complexe, et où ont été réunis des écrivains, des intellectuels, des artistes, des cinéastes, mais aussi des clercs qui venaient de Qom et de Mashhad, pour discuter, pour essayer de comprendre finalement, après 20 ans de révolution islamique, ce qu'il en était de cette production. Et c'était absolument passionnant. Déjà parce qu'en Iran, je crois peut-être plus qu'ailleurs dans le monde islamique, il y a une pensée de l'image. Il y a une réflexion du visible et de l'invisible qui est à la base même de la spiritualité du chiisme. On y reviendra, mais qui est déjà purement cinématographique presque. Et les religieux, les artistes ont une vraie posture par rapport à l'image. Alors il y a eu énormément de débats, notamment certains très crus, en disant écoutez, on a financé le cinéma pendant 20 ans et finalement, je me souviens de ce cri du cœur d'un des clercs qui dit finalement on n'a jamais eu le Jeanne d'Arc de Dreyer. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu le Jeanne d'Arc de Dreyer? Et certains ont répondu on l'a eu. C'est Où est la maison de mon ami de Kiarostami. Sauf que c'est un film qui touche au sacré et pas au religieux. Et pourquoi on n'a pas fait de grands films religieux? Parce qu'on a eu peur de travailler avec les régimes de croyance, parce que la question du réalisateur, le réalisateur est un démiurge, il crée du temps, il crée de la narration, il crée de la lumière, il crée de l'espace, bref, c'est Dieu. Donc ça pose aussi la question de la création. Certains ont dit oui, mais on pourrait faire du cinéma. Le cinéma documentaire, c'est parfait parce qu'il n'y a pas la main de l'homme, ce qui est une hérésie totale en termes de cinéma. Donc il y a eu énormément de débats sur ce qu'on peut faire, pas faire, où est-ce qu'on va. La programmation qui était liée au colloque était passionnante, puisqu'il y avait notamment comme film touchant au sacré Apocalypse Now. Apocalypse Now en 1996, à l'Organisation de la propagande islamique. C'est un grand film qui touche au sacré. Et avoir cette exigence-là, à ce moment-là, 96, c'est avant 97, c'est avant l'alternance réformatrice, c'est quand même extrêmement audacieux. Donc il y a eu pendant plusieurs années des colloques qui ont tenté de réfléchir et qui se sont dit qu'est-ce que ça veut dire cinéma islamique? Est-ce que c'est un film qui va louer le fait de respecter les 5 piliers de l'islam, de faire bien respecter le jeûne, le ramadan, etc., le pèlerinage? Non. Est-ce que c'est raconter des films, glorifier l'histoire islamique? Il y a eu, à cette époque-là, en tous les cas en 96, il y avait quelques films relativement peu. Mais est-ce que cela se ramène à respecter uniquement le contrôle des mœurs? Est-ce que l'islam tient uniquement, grosso modo, dans le foulard et dans les contacts tactiles, l'interdiction des contacts tactiles? Si c'est ça, c'est bien triste. Et donc, il y a eu toute cette réflexion entamée à l'organisation de la propagande islamique, puis après, c'est la télévision qui a fait ces colloques, puis il y a eu d'autres colloques, et 10 ans plus tard, moi j'ai voulu relancer le débat, donc j'ai proposé en 2006, fin 2006, d'organiser à nouveau un gros colloque 10 ans plus tard pour voir ensemble, et en invitant notamment un prêtre dominicain, Antoine Lyon, une très grande philosophe de l'image, Marie-Josée Monzin, un critique de cinéma, un enseignant de cinéma, etc. Et on a réfléchi à ces questions à nouveau, et je me souviens qu'à l'époque, Kiarostami avait accepté de venir discuter de ces enjeux-là, ce qui était une des rares fois où il est allé à l'université. Et j'avais montré aussi, et j'avais très peur de la façon dont Kiarostami réagirait, un film de Morteza Avini
Avni, c'est sans doute un des emblèmes du régime islamique. Il ne l'a pas toujours été, mais il l'est devenu. Et c'est quelqu'un qui a tourné pendant la guerre et après la guerre, pendant plus de 10 ans, et qui a eu des équipes et qui a tourné sur le front et qui a donné une représentation très étrange de la guerre, finalement, qui peut être considéré comme le réalisateur le plus propagandiste du régime, c'est en tous les cas ce qu'il souhaitait être. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Et on avait montré un de ses premiers films. Kiarostami était là, l'un des chefs opérateurs de ce film-là était là aussi. Malheureusement, Avni était mort bien avant. Pour penser finalement à comment Avni a créé, en tous les cas c'était mon hypothèse, certainement un cinéma, je dirais, chiite, qui travaille beaucoup sur la question du visible et de l'invisible, qui met en garde les spectateurs contre ce qu'ils voient directement, que le cinéma, la vérité, et le film s'appelle La Vérité, Arirat, ce n'est pas ce qu'on voit immédiatement, c'est ce qu'on doit voir derrière aussi, les illustrations. Atteindre une image, c'est dépasser ça, c'est aller vers une quête de l'invisible. Et il va faire ça en plein champ de bataille, lui-même étant, pas toujours, mais très souvent au montage, le montage étant un peu l'épiphanie, le moment où se révèle le tournage, et lui montant une image à côté d'une autre, se filmant à sa table de montage, en train de filmer, montrant au spectateur que coller une image avec une autre, ça a un sens, que le réel, ce n'est pas un donné, c'est un construit. Faire ça dans un pays extrêmement religieux où tout dépend de Dieu, c'est particulièrement intéressant, et faire voyager le spectateur dans des temporalités différentes. Entre l'image, donc quand on est sur le champ de bataille avec les opérateurs, on est dans le temps de la guerre, puis quand spectateur, on voit Avni en train de monter ces images qui ont été tournées, on est dans une autre temporalité, celle de la couture du film, et le spectateur voyage entre ces temporalités, a l'expérience aussi d'un chef opérateur qui est mort en cours de tournage, donc images tournées par cet opérateur, il les voit du temps du vivant de l'opérateur, elles sont montées par Avni au moment du montage, et après on a le film, et il voit après un autre film fini. Donc en expérimentant ces temporalités, avec une voix de Avni, une voix off qui est parfois très directrice, mais qui va instaurer un rythme qui relève de la poésie classique iranienne, et qui amène à voir autre chose, à voir derrière les images, à atteindre cet invisible. Et Avni est finalement cet intercesseur, on pourrait dire, procède à un tawil. L'idée, c'est que la révélation, ce qui est donné, ce qui est évident, le zahir, le visible, vient du mot tanzil, qui est la descente, ce qui est évident. Et dans le chiisme particulièrement, on est dans un rapport très ésotérique, on doit remonter au sens initial, qui peut être Dieu. Et Avni, en étant à sa table de montage, en interrogeant les images, en interrogeant les temporalités, en disant aux spectateurs « méfiez-vous des puissances du visible, ce que vous ne voyez, ce n'est pas forcément ce qui est réel », va induire, va être finalement cet intercesseur qui va mener certains spectateurs, pas tous, à voir autre chose. La question c'est, est-ce que ça peut être de la propagande quand on a des dispositifs aussi complexes, qui interrogent, qui troublent, qui sont loin de donner de la guerre une évidence. Et on avait travaillé sur ces enjeux-là, sur ces questionnements-là, et finalement rapproché Kiarostami, qui avait ce rapport au sacré qui est beaucoup plus individuel, qui amène le spectateur à avoir sa libre interprétation par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il entend, par rapport à une narration en creux à laquelle il doit participer avec sa propre responsabilité et son propre regard, et les films d'Avni, où notre regard est quand même relativement dirigé, puis soudain mis aussi en question par rapport à ce que l'on voit. C'était finalement relativement intéressant pour montrer les différentes approches que l'on peut avoir. Dans les deux cas, l'enjeu, c'est aussi une liberté du spectateur. Alors on va avoir des films très directifs, très moralisants, je pense notamment au film de Majidi, qui là joue sur des ressorts émotionnels, etc., et qui relèvent presque d'une dictature de l'émotion, et qui sont donc complètement dans la moralisation, dans la propagande, dans ce qu'elle a de plus conservatrice, et non pas du tout d'ouverture, et même si ça parle de sujets religieux, etc., on ne trouve pas Dieu au bout du chemin.
Euh, Comment est-ce que les figures religieuses ou politiques sont-elles représentées dans le cinéma iranien? Et quels sont les registres utilisés pour parvenir à représenter des thèmes qui peuvent être sensibles, comme la place du clergé dans la société iranienne? Alors on a eu des films, pas au tout début, pas dans les 10-15 premières années, mais progressivement des films qui sont apparus avec des personnages qui progressivement s'approchaient d'un clerc, d'un imam Jomé, d'un imam du vendredi, sans toutefois l'être. Je pense à un film qui s'appelle La naissance du papillon, qui reprenait l'idée d'un homme qui allait dans un village et finalement c'était les villageois qui voyaient en lui une personnalité pouvant incarner ce clergé. On a eu des films de Reza Mirkarimi aussi qui ont commencé à montrer ce que c'était que le séminaire, enfin l'apprentissage qui étaient ces hommes en les montrant tout à fait modernes, intégrés à la modernité, qui allaient relativement loin aussi dans la monstration d'une complexité de la pensée, d'un rapport au monde contemporain, à l'interprétation. Mais je pense que les films qui sont peut-être les plus intéressants sur ce sujet sont les films de Kamal Tabrizi. Kamal Tabrizi, c'est un réalisateur qui vient de la guerre Iran-Irak, qui a été opérateur pour la télévision et opérateur de l'armée des gardiens de la Révolution, ça j'en suis moins sûre, mais de la télévision j'en suis sûre, et qui a été un combattant, qui a fait des films très étonnants pendant la guerre, et qui va, dans les années, à la fin des années 90, déjà en 96 justement, sortir un film très étonnant sur la guerre Iran-Irak, qui est la première grande comédie, ce qui est très tôt dans l'histoire des images. On ne rit pas de la guerre tout de suite, a fortiori en Iran, quand la guerre est tant présente dans l'espace public et tant référencée à un deuil. Et lui, il va en faire une comédie qui s'inspire vraiment de Charlot Soldat dans le burlesque, dans le rapport au corps, mais aussi dans sa façon d'interroger les rituels, la religiosité et la religion populaire. Donc on a déjà ce premier film qui va déstabiliser, puisqu'on va rire des profiteurs de guerre, pas de la guerre, des profiteurs de guerre et de ceux qui instrumentalisent les rituels à leur profit et non pas dans une dimension collective, à titre individuel et pas collective. Et il va notamment mettre en crise son propre personnage, ce qu'il a été, réalisateur de films de guerre, c'est-à-dire ceux qui créent les schémas et les modes de représentation d'une guerre face à laquelle on doit être toujours en déférence. Et lui va déconstruire. Il procède à toute cette déconstruction des profiteurs qui sont aussi ceux qui représentent la guerre. Donc il va très loin dans l'autocritique, dans la dérision, sans jamais faire de concessions moralisantes. Et en étant toujours sur une ligne de crête où finalement, c'est pas si simple que ça. Et le film, qui est vraiment dédié à cette question-là, donc Le Lézard, qui sort, il faudrait vérifier, mais dans mon souvenir 2004, je crois. Donc deuxième mandat de Khatami, toujours historicisé, donc deuxième mandat réformateur. Et que fait Tabrizi? Il raconte l'histoire d'une petite frappe, d'un type qui a volé, qui a participé à un coup. Quelqu'un est mort, mais après on saura que c'est pas lui. Il est emprisonné. On l'appelle le lézard parce qu'il grimpe partout à main nue. Et un jour, il est à l'infirmerie, je ne sais plus ce qui s'est fait. Et à côté de lui, il y a un homme et il commence à lier conversation avec lui et à se moquer des mollahs. Ce qu'on faisait beaucoup au début des années 2000, où on raillait les mollahs. Il y avait énormément, je me souviens, de blagues dans l'espace public. Donc il se moque de ce type à côté de lui, qui lit Le Petit Prince. Et puis à un moment, il lui dit « Mais moi, tu sais, je suis un personnage religieux, je suis moi-même un mollah. » Et à ce moment-là, Reza, le personnage principal, le lézard, est tout à fait surpris de voir que cet homme peut être très proche de lui. Et il le dit « Tu n'as pas les mains d'un mollah, c'est-à-dire tu as les mains d'un travailleur. » Ce qui, là encore, sépare complètement des opérateurs du dogme, on pourrait dire, des professionnels du dogme. Et donc il va faire de cette figure de Reza, ce mollah, finalement un contrepoint à la figure dogmatique des mollahs en Iran. Et par un effet de situation,
ce gentil mollah va aller prendre sa douche et va lui laisser bien en face de lui son abba, sa tenue de mollah, son turban, etc. Et donc là encore, il lui laisse la responsabilité. Tu veux le prendre, prends-le. Tu veux pas le prendre, ne le prends pas. Et Marmoulak, donc le lézard, va porter l'habit et va se poser la question finalement, est-ce que l'habit fait le moine? Oui, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Et il va jouer en permanence, Tabrizi va jouer en permanence sur cette question. L'habit de mollah donne une légitimité alors que nous sommes toujours avec une petite frappe. Le lézard va tenter de quitter l'Iran, qui était son but, par la Turquie, si mes souvenirs sont bons. Et donc se retrouve avec cet habit de mollah et doit donc devenir, par un effet burlesque de concours de circonstances, mollah dans une petite ville près de la frontière, où justement il y a un mollah qui était parti, donc quiproquo, on le prend pour, et il va jouer sur cette ambiguïté, en montrant finalement que les mosquées, ce qui était le cas aussi, se sont vidées dans la fin des années 90, les années 2000, parce que la religion dogmatique s'est séparée de la population, et lui, au contraire, va, parce que contraint à ce rôle, et c'est là où Tabrizi est très fort, à aucun moment il va montrer que c'est vraiment le désir profond et que Marmoulak, le lézard, a changé. Mais bon, il endosse ce rôle-là, il rapproche la religion d'enjeux contemporains, d'enjeux quotidiens. Il va établir cette relation et c'est par cet effet de distorsion entre des pratiques dogmatiques et des pratiques populaires, en montrant que les phénomènes de croyance peuvent relever de multiples relations individuelles, soit avec celui qui est l'intercesseur, le mollah, soit avec Dieu, qu'on peut avoir des pratiques populaires. Il ne désenchante pas du tout la religion, par contre, il a une charge critique contre le clergé en tant que détenteur d'un pouvoir, d'une oppression, ne serait-ce que par sa présence, mais aussi par les bénéfices pécuniaires qu'il en retourne. C'est très courageux de faire ça à cette époque-là. Le film va sortir, puis sera retiré à cause de ça. Néanmoins, il existe, il a circulé sous le manteau et ça a été un succès énorme. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi comment Tabrizi ne cède pas à la moralisation. C'est-à-dire qu'à la fin, on pouvait s'attendre, dans un film classique de la République islamique, à ce que finalement, cette petite frappe se rend compte que c'est très bien d'être mollah et que lui-même, il est changé. Pas du tout. Et le courage de Tabrizi, c'est de dire pas du tout. Alors c'est aussi un film contre l'incarcération, contre le monde carcéral, qui est également très courageux, en montrant combien la contrainte vise à briser les hommes et pas à les réhabiliter. Donc c'est aussi une interrogation par rapport au sacré. Comment est-ce qu'on détruit tout ce qui fait l'homme dans son autonomie, sa perception, sa possibilité de changer. Mais c'est moral, mais pas moralisant. Parallèlement à vos activités universitaires, vous avez organisé des programmations de films iraniens dans des festivals internationaux, notamment en Europe. Les questions abordées dans des films tels que Marmoulak, que vous avez mentionné tout à l'heure, résonnent de manière importante au sein de la société iranienne. Mais comment est-ce que ce genre de films s'exporte, circule, se lit, se comprend à l'international? Alors je vais répondre peut-être à partir d'un exemple très précis, qui était, j'avais eu la chance j'avais été jury d'abord au Festival du film de Fribourg, j'avais énormément aimé ça. Puis après, j'étais très triste parce que je me disais, zut, je ne vais plus pouvoir travailler avec eux. Et puis, ils me proposent une programmation de films iraniens sur les femmes. Donc là, je leur dis non, les femmes, ça ne me va pas, mais les hommes, je veux bien. Et donc, on va faire une programmation sur les films de guerre. Et là, ils me disent, ah, les films de guerre, ça devait être les années 2002-2003. Il me semble que la question du nucléaire était déjà sur la table. Et et puis finalement, ils me disent, bon, c'est la Suisse, on est ouvert. Allez-y, faites ce que vous voulez. Et une programmation, c'est pas simplement rassembler des films, c'est mettre en rapport des films pour créer des hypothèses de sens et de réflexion. En même temps, les films de la guerre Iran-Irak sont des films hyper contextualisés. Et ma question était, est-ce que ça peut circuler? C'est-à-dire que oui, les films de Kiarostami, ça circule très bien parce qu'on a ce rapport à l'universel, ou alors des films, on va dire, beaucoup plus fondés sur le scénario, sur la démonstration, enfin
une séparation, voilà, c'est des ressorts, on va dire, très scénaristiques, ça fonctionne bien. Quid des films de guerre? Et en plus en Suisse. Bon, donc j'étais un petit peu perplexe. Et ce qui m'a énormément étonnée, c'est par exemple, tout à l'heure je vous parlais de ces films de guerre qui ont tenté de créer un nouveau genre beaucoup plus inscrit dans une tradition du chiisme et qui ont notamment montré la guerre en résonance avec cette bataille de Kerbala. Et je me souviens d'un film, d'un court-métrage de Molla Rawleypour qui s'appelait Le porteur d'eau assoiffé, qui était l'histoire d'un petit enfant qui va sur les lignes de front, qui s'est engagé volontairement. Ses chefs lui disent « t'as pas le droit d'aller à l'offensive », puis il finit par infléchir ce refus pour aller apporter de l'eau. Et il va être touché par une balle ennemie et amené à l'hôpital à Ahvaz, opéré. Et on assiste à ces derniers jours où il se remémore ce qui s'est passé sur le front et finalement il va mourir non pas de la balle irakienne qu'il a reçue, mais assoiffé, comme dans la tradition de la bataille de Kerbala. Alors, ce qui avait d'étonnant, c'est que ce public, par exemple, de Fribourg, ne connaissait rien à tout ça, et voir ce film-là, pour lui, était incompréhensible. Comment ce film, qui datait de 82, du début de la guerre Iran-Irak, enfin certes, en 82, on ne savait pas que c'était simplement le début, mais enfin en pleine guerre, montrer ce qui est le plus inimaginable pendant la guerre, un enfant blessé qu'on amène à l'hôpital. D'abord, on le met à la morgue parce qu'on croit qu'il est mort. Finalement, on le ressort de la chambre froide parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas mort. On l'opère, on l'amène dans une chambre. Finalement, il meurt assoiffé. Enfin, c'est dans des douleurs atroces. Et on se dit, mais c'est absolument impossible. Alors, eux n'ont pas cette lecture-là. Ils vont avoir une autre lecture. Mais quand même, ça les fait se déplacer sur... C'est quoi la propagande? C'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, le fait de se poser des questions, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. À côté de ça, on avait également projeté Leili est avec moi, donc cette grande comédie de guerre de Tabrizi, qui marche très bien. On est dans le burlesque, on est dans Charles aux soldats finalement. Alors, ils ne comprennent pas tout, ils ne voient pas tout, ils ne voient pas beaucoup de références. Tabrizi se moque des réalisateurs et finalement de la façon dont ils ont filmé la guerre. Ça, ils ne le voient pas, mais ce n'est pas grave. Ils voient ce corps extraordinaire d'un combattant qui ne veut pas être combattant, corps qui ne possède pas les rituels du front, qui ne comprend rien à ce qui se passe, et corps étranger qui est dans un monde qui n'est pas le sien, qui est un corps étranger des années 2000 en Iran, individualiste, qui pense à sa maison, à sa femme, à ses enfants, et pas du tout aux volontaires de l'époque dont on a donné une image d'abnégation, de sacrifice, de don de soi. Donc on a un télescopage finalement des époques, puisque le film est censé se passer pendant la guerre, mais avec quelqu'un qui appartient aux enjeux d'un Iran contemporain. Et ça marche très bien. Voilà, alors il faut... c'est aussi parce que c'est dans des logiques de programmation qu'on montre, il y avait aussi Bachou, le petit étranger, donc qui était aussi un autre rapport à la guerre. Et je pense qu'à partir du moment où on accompagne les films et où on accompagne ces films face à un public qui est partant pour l'aventure et qui n'a pas déjà les réponses avant de voir les films, ça peut être très porteur. C'est en ça que les programmations sont importantes et pas simplement un film. Alors oui, le lézard, ça marche très bien. Je l'avais montré une fois dans une programmation sur les grandes comédies. C'était pas du tout sur le cinéma iranien, c'était plus large. Mais il faut accompagner les films. Non pas pour dire ce qu'il faut voir, mais pour que les gens puissent parler après. Qu'il y ait un travail de spectateur qui énonce son rapport au film et non pas diriger avant la projection. Enfin, il ne faut rien dire avant. Il faut éventuellement être là s'il y a des questions sur le contexte, mais surtout susciter de la parole face à un objet qui leur est pourtant si lointain et en même temps très proche. Merci beaucoup. On a le soleil qui s'est... Avec les paroles, ça a fait lever la lumière. Voilà. Merci infiniment Agnès de Victor. Eh bien, merci beaucoup Nina, Ramsi. J'étais très heureuse de participer à cette aventure et je pense que ce sera intéressant d'avoir d'autres points de vue qui vont être certainement en résonance avec ce que nous avons dit aujourd'hui.